L'autre jour, j'ai réalisé un docu sur le tatou. Il s'appelle Link, le docu tatou avec des gens bien. Le lien est dans la description et je t'invite à aller le regarder. Et dans la conclusion de ce documentaire, j'évoquais le fait que je voulais parler du tatouage subi. J'aurais aimé pouvoir contacter un ancien déporté juif afin de parler du tatouage subi. Et c'est donc aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais vous raconter la folle histoire du tatoueur d'Auschwitz. On va d'abord replacer le contexte. Le tatouage de matricule a été mis en place à Birkenau-Auschwitz au printemps 1942. D'autres camps utilisent bien sûr la numérotation d'individus, mais ces derniers n'utilisent pas le tatouage. Le matricule est un numéro tatoué sur l'avant à gauche. Les Tziganes, quant à eux, héritaient de la lettre Z pour Zigeuner, à savoir Tzigane en allemand. C'est via une machine mécanographique réalisée par IBM et récupérée par le régime nazi dans les années 30 que le matricule était créé. Le tatouage contraint participait donc à un processus de déshumanisation. Le camp d'Auschwitz a connu deux tatoueurs. Le premier s'appelait Pépin, un ancien professeur d'économie à Paris qui a été déporté pour son activisme communiste. Ce dernier ayant besoin d'aide suite à l'augmentation du nombre de déportés, il recruta alors Leil Sokolov, né Ludwig Eisenberg, déporté numéro 32407 et qui avait survécu à la fièvre typhoïde. Un mois plus tard, Pépin décède et Leil devient le seul tatoueur. Via ce poste, Leil est un peu plus loin de la mort que les autres prisonniers. En effet, il reçoit un certain nombre d'avantages, tels qu'une chambre individuelle, des rations supplémentaires ou bien du temps libre après son travail, mais il est en permanence surveillé par un garde SS. Alors qu'il tatoue un groupe exclusivement féminin, Leil va alors rencontrer sa future femme, Gisela Furman, dite Gita, en juillet 1942. Leil va alors utiliser sa condition particulière afin de la maintenir en vie, en lui envoyant de la nourriture ou bien des messages, et en essayant de lui faire avoir un meilleur poste de travail. Avec l'aide d'un officier SS, ils peuvent même correspondre et se voir brièvement le dimanche. Au-delà de l'aide pour sa femme, le tatoueur est aussi impliqué dans le commerce de contrebande, lui permettant d'obtenir de la nourriture ou divers objets via les Allemands habitant proche du camp. 2 jours avant la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par les soviétiques, Leil est transféré dans un autre camp, duquel il s'échappe et fuit en direction de son pays natal, qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie. Il se met alors à la recherche de sa femme Gita, qu'il trouve par hasard dans les rues de Bratislava, principal point d'entrée pour les survivants. Le couple se marie alors en 1945, ils émigrent à Melbourne en Australie, et leur fils Gary naît en 1961. Ce dernier visitera l'Europe à plusieurs reprises avec sa mère, mais Leil, quant à lui, n'y retournera pas. Gita décède en 2003, et suite à sa disparition, son mari se sent enfin de parler. Il avait peur jusque-là d'être vu comme un collaborateur. Il est interviewé par la suite par Heather Morris au cours des 3 années suivantes. L'auteur sortira ensuite une biographie romancée en 2018, connue sous le nom du tatoueur d'Auschwitz. Voilà ce qu'il en est pour l'histoire du tatoueur de matricule, et j'ai enfin pu faire un point sur la culture tatou et son histoire, notamment sur le tatouage subi et contraint. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, laisser un commentaire, un petit like, ça aide grandement et ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner. Ah, et des bisous!